Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Acte 1. La ville sans L' automobile, des origines à 1914. Le quasi-monopole actuel de l'automobile dans les déplacements quotidiens nous incite à penser qu'avant l'automobile on se déplaçait peu. Il est vrai que notre société, essentiellement rurale jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, disposait d'horizons limités dans son activité quotidienne. Les trajets vers les champs au rythme du déplacement du bétail. C'est la marche à pied qui déterminait les dimensions du terroir tout comme celle de la ville, y compris vers les champs de banlieue d'où elle tira longtemps l'essentiel de son alimentation. Le cadre des loisirs, du bal, des échanges à la foire, du mariage même, ne dépassait guère les limites du canton. D'autres occasions permettaient néanmoins d'élargir l'horizon, pour les hommes surtout, pour le meilleur et parfois pour le pire. Avant la révolution industrielle, et dans une large mesure jusque dans les années 50, l'organisation du territoire permettait de bien distinguer ville et campagne. La ville se maintenait dans des dimensions réduites du fait du mode de déplacement, mais surtout parce qu'elle était un lieu de rencontre, d'animation, de gouvernement davantage que de production et de peuplement. Le semi-urbain devait également permettre des échanges réguliers entre les villes et leurs campagnes, compte tenu de moyens de communication lents et aléatoires. Ainsi, la population française était beaucoup plus étalée sur le territoire qu'elle ne l'est aujourd'hui. En 1936 encore, après un siècle de révolution industrielle et d'exode rural accéléré, il fallait 40% des communes françaises les plus peuplées pour regrouper 80% de la population, 33,5 millions d'habitants. En 1990, 25% suffisaient, 45,3 millions d'habitants. Le mouvement vers les villes connut l'intensité la plus forte entre 1950 et 1960, 4,3% par an. Une telle concentration ne témoigne pas de l'effort des urbanistes ou des pouvoirs publics pour parvenir à la ville latine, mais d'entassement de la pauvreté à l'image des situations actuelles du tiers-monde. Ce sont les taudis du centre ancien, où se réfugiaient tous ceux qui ne pouvaient même pas prétendre aux grands ensembles d'habitat social en cours de construction. C'est alors que l'automobile commence à jouer son rôle de diffusion, ou plutôt de rediffusion des habitants. La concentration urbaine se poursuit à un rythme progressivement ralenti. Plus 2,5% par an de 1962 à 1975, plus 0,4% par an de 1975 à 1990. On assiste donc depuis le début des années 60 à un ralentissement de l'arrivée vers les villes, puis progressivement à un retour vers les villages en commençant par les plus proches, au rythme de l'équipement automobile et de la construction pavillonnaire. La surface minimale pour accueillir 80% de la population française est atteinte en 1975, moins de 20% du territoire, 2 fois moins qu'en 1936. 1975 constitue bien une date charnière dans l'évolution de notre pays. Ce sont les villes historiques, communes centrales des agglomérations, qui dès lors, perdent des habitants, une grande nouveauté par rapport à l'évolution séculaire. Tableau 1. Limoges, au 19 bis rue de Bessines, avant la rue de Bessines. Grand Chaux. La rue de Bessines est une petite rue totalement anonyme du péricentre nord de Limoges, proche de la route de Paris. Totalement anonyme, mais bien réelle dans la mesure où, y étant née, elle m'a servi d'observatoire du vécu de l'évolution liée à l'automobile d'un quartier de Limoges et de ses rapports avec l'ensemble de la ville et avec la campagne. Le lieu, quoique n'ayant pas été choisi selon des critères scientifiques, n'est pas inintéressant. Il s'est urbanisé dans l'ambiance de la révolution industrielle de la fin du XIXe siècle, dans une ville alors très ouvrière, porcelaine et chaussures, au sein d'une région agricole de moyenne montagne au sol granitique pauvre. L'histoire de Limoges est semblable à celle de bien des villes de France. Capitale des Gaulois les Mauvices, elle fut une importante ville romaine sur un gué de la Vienne, le gué d'Auguste, Augustoritum. Elle quitte la vallée encaissée pour s'étaler sur le plateau, à la faveur de la paix romaine. Aucune fortification n'en a été retrouvée. Sous le Bas Empire puis la longue période médiévale, l'emprise urbaine se réduit à 2 villes fortifiées proches, celle de l'évêque, la cité, autour de la cathédrale sur 8 hectares et 2000 habitants au XIIe siècle, et celle du seigneur autour de la motte du château, 32 hectares et 5 à 6 000 habitants.
Chacune faisait une place importante au jardin et même aux étangs pour le poisson obligatoire du vendredi. Les terrains vagues de L' entre deux villes servaient de lieu de combat pour la domination de l'ensemble. La situation décrite par Turgot n'est guère brillante à la fin de l'Ancien Régime. La situation de cette ville et les eaux croupissantes de l'intérieur en rendent le séjour malsain. Il n'y a pas longtemps qu'il se trouvait, outre cet inconvénient, celui d'être entouré de fossés infects et d'être fermé par de vieilles et épaisses murailles, par des tours élevées qui défendaient l'entrée du soleil et de l'air. Des quartiers et des rues étroites et tortueuses, bordées de maisons élevées et dont les toits avancent en saillie, s'opposent encore à la libre circulation de l'air. C'est à ces causes dont une partie subsiste que les médecins attribuent la fréquence des maladies épidémiques qui y font de grands ravages et qui ont diminué à proportion des changements arrivés dans les vieilles constructions. La future rue de Bessines est bien loin de là, à 2 km environ dans les prés et les champs de la polyculture limousine de subsistance. Le cadastre de 1812 indique une section de pâture, prés et terres mais aussi quelques fermes accompagnées de leurs jardins. La route de Limoges, venant de Paris, borde la section sans indication de maison, on est encore bien loin des faubourgs. La ville compte alors 20 000 habitants. C'est à partir de 1830 qu'elle s'étend de manière significative dans cette direction sous la forme d'un champ de Mars, destiné à l'entraînement des militaires, ce qui témoigne du caractère extérieur à la ville. Un vaste jardin public, le champ de Juillet le remplace en 1860, indiquant une intégration progressive à la cité. 3 événements liés entre eux provoquent cette progression. L'amélioration de l'entrée de ville par la route de Paris avec l'ouverture de l'avenue du Crucifix en 1851, future avenue Garibaldi, l'arrivée du chemin de fer en 1856 et le développement des fabriques de porcelaine et de travail du cuir. La future rue de Bessines sur laquelle paissent encore des vaches, est située à mi-chemin entre la gare et l'avenue de Paris. Une fabrique de porcelaine, entreprise Vigneault, s'installe au bord d'un chemin à proximité immédiate. La pression foncière urbaine fait évoluer le secteur vers des objectifs plus rentables que l'élevage semi-extensif. La ville compte 30 000 habitants en 1841, ce qui est important à la veille de la révolution industrielle, avec déjà 11 fabriques de porcelaine ainsi qu'une manufacture de cordonnerie. L'entreprise d'origine américaine David Haviland, installée en 1852, précède l'arrivée du chemin de fer. Une société immobilière du Crucifix se constitue en 1864 entre le champ de Juillet, la gare et l'avenue de Paris dans l'ambiance des affaires du Second Empire si bien décrite par Zola dans L'Argent. La société cède gratuitement à la ville le terrain nécessaire à l'emprise des rues et notamment celui de la future rue Armand Barbès, chargée de structurer l'espace en reliant le champ de Juillet, la gare et l'avenue de Paris. Le préfet en approuve le projet le 14 octobre 1865. Une importante caserne et un dépôt de kaolins sont en place dès 1867, mais le recensement de 1874 n'indique que 4 maisons, 9 ménages et 36 habitants blottis contre le champ de Juillet, au plus près de la ville. Le colonel de la caserne du Crucifix intervient en 1882 pour obtenir la poursuite de la rue qui désenclaverait les troupes et résoudrait les problèmes d'engorgement de l'avenue Garibaldi. L'avenue Garibaldi est d'une belle largeur et suffirait très bien au passage des troupes. Mais pendant toute la journée, elle est encombrée par la circulation des charrettes de foin, de paille, de bois, par les camions et tombereaux de charbon de terre, les déblais et débris des fabriques et surtout par les très fréquentes rencontres des convois funèbres. Il est une question de haute convenance pour la ville à ne pas laisser exister un pareil cloaque, près de la principale allée de la plus grande promenade de Limoges. La rue est prolongée jusqu'à la caserne mais au conseil municipal du 22 janvier 1887, on se plaint que la viabilité laisse toujours à désirer et qu'à la moindre pluie il est impossible aux piétons aussi bien qu'aux voitures de la parcourir. L'urbanisation ne progresse guère, 19 maisons, 50 ménages, 171 habitants en 1886. Ce sont essentiellement des ouvriers de la porcelaine et de la chaussure, ainsi que des employés du chemin de fer Paris-Orléans. La construction s'accélère dans les années 90 au long de la rue A. Barbès, qui rejoint enfin l'avenue de Paris en 1895. En 1901, elle compte 58 maisons et 391 habitants et sa composition sociale beaucoup plus bourgeoise et intellectuelle,
16 officiers, 5 enseignants, des avocats, ingénieurs. L'urbanisation s'effectue toujours sous forme de maisons individuelles à l'alignement de la rue, laissant à l'arrière d'importants espaces enclavés de jardins qui font aujourd'hui le charme des maisons de ville. Côté avenue de Paris s'implante un groupe scolaire puis un collège désormais nécessaire, compte tenu de l'augmentation du nombre d'habitants dans le quartier. Je passerai 10 ans de scolarité en ces lieux. Il est frappant de constater la lenteur de la progression urbaine, totalement différente des rythmes que nous connaissons aujourd'hui, dans une ville pourtant dynamique et des lieux stratégiques. Près de 40 ans pour percer et urbaniser une voie d'1 kilomètre de long. Limoges compte plus de 50 000 habitants en 1872, 64 000 en 1881 et 84 000 en 1901, soit davantage que Grenoble, Montpellier ou Rennes à la même époque. Le nombre d'habitants a triplé en 60 ans. 10 000 ouvriers travaillaient alors dans la porcelaine et 3 000 dans la chaussure. L'exode rural alimente cet afflux mais sans provoquer d'étalement à la mesure de son importance. Les habitants aux moyens financiers très limités s'entassent dans le bâti existant, notamment dans les taudis du centre. Les faubourgs s'allongent de manière très modérée, limités par les distances à parcourir et la progression très lente de voiries nouvelles. Les transports en commun sont assurés par des pataches moins rapides que la marche à pied et très irrégulières. Elles ne sont remplacées qu'en 1897 par 5 lignes de tramways électriques, notamment sur le faubourg de Paris. Elles transportèrent 4 millions de voyageurs l'année suivante, preuve que les besoins étaient bien là. Leur existence même ainsi que l'apparition des premières automobiles favorisent la progression urbaine, dans la continuité des faubourgs. L'année où se constituait la Société immobilière du Crucifix, en 1864 et à 32 km au nord-est de là, naissait mon arrière-grand-père à Grand-Chaux, hameau de la commune de Jabreil-les-Bordes, aux limites de la Creuse et pour l'heure, bien loin des spéculations urbaines. Son petit-fils, mon père, naît au même endroit en 1912, veille de la Première Guerre mondiale. Ces monts d'Ambazac sont un pays granitique pauvre et isolé entre 500 et 700 mètres d'altitude. Tout un peuple de petits propriétaires tente, sur quelques hectares, de produire tout ce qui leur est nécessaire. Des céréales dans une gamme très large, seigle, blé, sarrasin, avoine, orge, montées au grenier à dos d'homme après le battage collectif au fléau, des légumes, pommes de terre, carottes, rutabaga, betteraves fourragères. On peut y ajouter les châtaignes qui ont bien souvent assuré la survie dans le passé, avant la diffusion de la pomme de terre. Les pâturages occupent les pentes les plus fortes et les parties les plus humides des vallées. Les volailles, poules, oies, canards, vivent en liberté aux abords de la ferme et jusque sous la table de la cuisine, pièce très collective donc. La litière est fauchée dans les landes de bruyères, d'ajoncs et de fougères des sommets les plus ingrats et les plus infertiles, communaux à la disposition de tous. La lande faisait alors partie intégrante du terroir et était entretenue comme telle. Le pays était donc beaucoup moins boisé et plus ouvert que de nos jours. Vaches et moutons étaient gardés matin et soir en des lieux toujours différents, travail morne souvent réservé aux enfants et aux vieillards qui constituaient une main-d'œuvre familiale encore importante. Les moutons fournissaient la laine ensuite filée à la maison, ainsi que le chanvre avant d'être confiés aux tisserands. Les vaches constituaient la seule traction utilisable, pour les labours, les transports du bois, du foin ou du fumier, mais aussi pour aller à la foire ou chez le médecin à 4 km de là. Chaque maison effectuait l'ensemble des travaux, sans aucune recherche de complémentarité, au prix d'un travail harassant et jamais remis en cause. Foin coupé à la faux, blé battu au fléau, transporté au moulin à eau à 2 km. Le pain était pétri à la main, et les grosses tourtes cuites au four de la maison servaient pendant 15 jours à tremper la soupe qui constituait l'essentiel de la nourriture, en y ajoutant les choux et les poireaux du jardin. Pas d'autres légumes verts, des pommes comme seul fruit, le cidre comme boisson, des œufs mais peu de viande, volailles, lapins et le salé de porc conservé dans les grandes jarres de grès. Un petit supplément de production, irrégulier, était vendu à la foire mensuelle au bourg de la Jonchère, à 4 km. La foire jouait un rôle économique bien sûr mais sans doute moins important que son rôle social. La rencontre, l'échange de nouvelles, la mise en œuvre des stratégies pour les mariages et aussi la distraction, le petit verre d'alcool. Le bourg, dont la population ne dépassait pas 1000 habitants, possédait 63 débits de boissons au début du XXe siècle. Il en restait 28 en 1936 et 2 aujourd'hui.
On s'y rendait à pied au rythme du tombereau. Les bois à traverser n'étaient pas très sûrs, les loups n'avaient pas disparu. On craignait peut-être davantage les esprits, matérialisés par des corbeaux traversant le route de gauche à droite. Mon grand-père possédait fort heureusement la parade. Traîner derrière soi un morceau de lard dont les esprits sont, comme chacun sait, particulièrement friands. Chacun, en dehors des soucis quotidiens, les vaches du Chambier sont encore entrées au Vigneaud, mais en Languedoc exclusivement, ne pense qu'à perpétuer son mode de vie et accroître son exploitation plutôt qu'à la quitter. On se contente très généralement d'un fils unique pour assurer la succession, 2 enfants si le premier était une fille. On lui procure une jeune fille choisie dans l'un des villages du canton parmi celles qui ont une belle espérance, en tout cas pas moins que la sienne. Mais dans ce monde clos, l'échelle des différences est infime. Une vache de plus, un champ mieux exposé, donne naissance aux jalousies héréditaires qui assurent la convivialité du quotidien. On connaît tout de l'autre depuis toujours. On était ensemble à l'école communale des Bordes à 3 kilomètres, cette école où il a bien fallu remplacer son patois occitan par le français à coup de correction physique, afin d'être digne de la République une et indivisible mais aussi de ne pas être ridiculisé en arrivant en ville ou au service. Chacun sait qui passe sur la route, au bruit des sabots sur les cailloux roulants et aux heures particulières de chacun, au bruit de la charrette ou du tombereau, confirmé par les jurons aussi rituels qu'inefficaces envers l'attelage blasé. Confirmé aussi par les bordées d'aboiements qui signalent le voisin, le facteur, l'étranger, rare celui-là et qui mérite que l'on gagne le pas de la porte pour une indispensable vérification. Aucun bruit de moteur puisque n'existe ni tracteur, ni voiture comme d'ailleurs pas davantage l'électricité, ni l'eau sur l'évier. On vit comme on a toujours vécu, durement, avec de petites richesses et de grandes pauvretés, confiant en la République pour assurer un avenir aux petits. Car ici on est rouge et anticlérical. On ne compte pas sur les mirages de la ville lointaine, à 30 km et 2 heures de transport. Les communications s'étaient pourtant bien améliorées entre la Jonchère et Limoges. À la veille de la Révolution, la Jonchère n'était encore desservie que par de mauvais chemins de terre impraticables une partie de l'année aux voitures. La plupart des ruisseaux étaient franchis à gué. Les charrois ne se faisaient qu'avec des bœufs. 50 ans plus tard, la gare du chemin de fer Paris-Limoges est à la Jonchère. 4 km de grand chaud par la route et 3 par les bois. Limoges, les hommes la connaissent bien pourtant pour l'avoir bâtie au sens le plus concret du terme. Comme ils ont bâti Reims, Paris, Notre-Dame et le canal de Briare, les digues de La Rochelle et le palais de Versailles. Car on est ici au pays des maçons limousins. Le Second Empire a été une période bénie pour cela. Démolition et reconstruction se succédaient, présidées par le baron Haussmann. C'est également le temps où les hommes devenaient trop nombreux au village pour se nourrir de leur travail. Les maçons creusois ont été les plus nombreux dans la dernière décennie du XIXe siècle. 80 000 sur moins de 300 000 habitants dans le département et encore 54 000 sur 266 000 habitants, c'est-à-dire la plupart des hommes dans la force de l'âge, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Contrairement à bien des régions, la migration ne s'effectuait pas à la morte saison des travaux des champs mais de mars à Noël. On travaille mieux en été sur les échafaudages des chantiers. Le déplacement s'effectuait en convoi guidé par les anciens dans la traversée du Berry et hostile au Mangeux de Châtaigne. Ils n'utilisaient de transport qu'entre Orléans et Paris. Les sieurs de longs affimanieries de Madagascar vivent de nos jours ces années-là. L'hiver était parfois utilisé à construire leurs propres et solides maisons de granit au village. Les travaux des champs reposaient donc sur les femmes et sur une organisation collective chargée de la répartition des tâches et du contrôle social, en l'absence des hommes. Le travail de maçon ne rendait pas souvent riche, mais il assurait davantage que les maigres récoltes, la survie de la communauté grâce à l'argent rapporté à l'entrée de l'hiver. Il n'évita pas l'exode massif du XXe siècle, mais en atténua sans doute le caractère dramatique. Pour Grandchaux et pour le Limousin, comme pour la plupart des villages français, la guerre de 1914 à 1918 allait changer bien des destins. Tableau 2. Les affimanieries de Madagascar. Habitat, déplacement et vie sociale. Ce groupe ethnique de l'escarpement oriental de Madagascar regroupe 30 000 personnes environ dans une centaine de villages. Leur région de forêt d'altitude pourrait laisser supposer, en notre XXIe siècle,
des déplacements rares et réservés au voisinage. Aucune route, donc ni voiture ni transport collectif, pas davantage d'ailleurs de route tant le relief est difficile, les villages escarpés, les rivières encaissées. Tout déplacement se transforme bien vite en escalade interminable, en descente vertigineuse sur des rochers rendus glissants par une pluie à peu près permanente. Les rivières se passent à gué ou sur des troncs d'arbres à l'équilibre instable. Des sentiers à peine visibles traversent les marécages d'altitude. L'administration à peu près inexistante, de même que les services de santé, n'impose guère de déplacement. Cette population est pourtant très mobile, à de nombreuses occasions et à bien des échelles, sans aucun recours à l'automobile. Leurs ancêtres ont participé aux grandes migrations maritimes depuis l'Indonésie vers le XVe siècle, avec des groupes proches, les Mérina et Betsileo des Hautes-Terres. Ils ont gagné cette région refuge 3 siècles plus tard, à la suite sans doute de querelles de succession. Ils y ont développé une économie, un habitat, un mode de vie remarquablement adapté à la forêt. L'agriculture elle-même repose sur le déplacement, à la poursuite de la forêt avec le brûlis forestier. La forêt doit ensuite se reconstituer en vue d'une nouvelle exploitation. Les maisons, entièrement en bois et de très belle qualité, sont démontables. Le village peut être déplacé dès lors que les cultures se sont trop éloignées. Les déplacements quotidiens vers les champs exigent le plus souvent 1 heure de marche et jusqu'à 4 heures pour atteindre la forêt exploitable en bois d'œuvre, bien davantage donc que leur rituel des urbains occidentaux. Madriers et planches débitées sur place à la scie de long sont transportés au village à dos d'homme. Les paysans fréquentent les marchés 2 fois par semaine et parcourent pour cela jusqu'à 50 km par trajet pour rencontrer d'autres paysans venus d'aussi loin, de la direction opposée. Ils se rendent à un second marché dans la même semaine, contribuant à porter des nouvelles autant que les produits à l'autre extrémité de la grande île en moins d'1 semaine. Ces marchés se tiennent très généralement aux limites du pays, afin de profiter des productions complémentaires. Pour s'y rendre, l'habitant d'Apananjanandava consent à parcourir à pied 250 km par semaine, 30 heures de marche rapide, et à passer 2 ou 3 jours ouvrables sur les chemins plutôt que dans ces champs. Les déplacements sont également multiples d'un village à l'autre, notamment vers les villages les plus anciens du groupe, là où se déroulent les nombreuses fêtes traditionnelles, mariages, décès, retournement des morts. Le réseau des sentiers est très dense et hiérarchisé, mais c'est la destination qui est durable et non le sentier lui-même. Tracé au plus court, il emprunte de fortes pentes qui le rendent sensible à l'érosion dans le sol de la terri. Devenu trop encaissé, il est abandonné pour un tracé proche et réintègre la forêt. Cette évolution rappelle notre histoire médiévale, où c'est en réalité un faisceau de chemins qui reliait 2 villages. La poussée démographique fragilise la vie des Afimaniri. Seules des activités complémentaires à l'agriculture leur permettent de subsister, et c'est encore l'occasion de multiples déplacements. Ils exploitent pour cela leur habileté à travailler le bois, un travail reconnu en 2004 comme patrimoine mondial par l'UNESCO. Ils valorisent ainsi la matière première et vendent leur production à la ville proche, Ambositra, ou à Antananarivo. Parvenu à la route, le taxi-brousse est utilisé pour transporter les pièces les plus encombrantes. Les migrations saisonnières comme sieur de long constituent un autre moyen de subsistance. Les Afimaniri sont réputés dans tout le pays et ils se déplacent à pied en convoi jusqu'à Antalaa, à plus de 1000 km de chez eux pour des séjours de plusieurs mois. Les migrations saisonnières deviennent parfois définitives, surtout pour l'homme prenant une nouvelle compagne sur son lieu de travail. Enfin, le recours à l'exode rural est de plus en plus fréquent avec l'appauvrissement de la forêt soumise à des brûlis trop rapprochés. Les familles gagnent alors un quartier d'Antananarivo, où ils retrouvent leurs compatriotes pour bénéficier d'un logement et de possibilités d'emploi. La mobilité des Afimaniri est sans doute un atout dans la nécessaire adaptation aux conditions de vie qui leur sont imposées. Elle ne doit pourtant rien à l'automobile ou au chemin de fer. Les contacts permanents avec le monde extérieur leur permettent d'adapter leur production de sculptures à la demande du marché. Leur société évolue à bien des égards, en dépit de la certitude de ne jamais pouvoir disposer de moyens de transport modernes sur leur territoire. L'acquisition d'une voiture ne fait pas encore partie de leur vie, ni de leurs fantasmes. Bien des Afimaniri, surtout les enfants et les femmes, n'en ont d'ailleurs jamais vu.
On peut être surpris par la stabilité des villages depuis un demi-siècle. Tout comme on pouvait l'être de la permanence des villes européennes avant le XIXe siècle, alors que leur population augmentait de manière considérable. C'est en réalité que l'exode rural sert de trop-plein à la population, le village ne pouvant nourrir davantage d'habitants avec les techniques actuelles. La ressemblance entre le Limousin d'autrefois et le pays Zafimaniri est parfois confondante. Dans son voyage en France de 1902, une date pourtant pas si ancienne, Ardouin du Mazet raconte son contact avec le Limousin. Dans ce pays où les chemins carrossables sont rares, les guides le sont aussi. Il y a une foule de pistes pour les charrettes à bœufs et de sentiers sur la carte. Ils semblent faciles à reconnaître et finissent toujours par se confondre avec d'autres chemins non tracés. Un meunier nous amène à un groupe de misérables chaumières, où nous ne trouvons que des femmes et des enfants. Aucun ne parle le français. Je parviens pourtant à bredouiller un peu de limousin. Un gamin nous guide, nous allons grimpant, dévalant derrière le petit bonhomme dont les sabots font clic-clac et nous mène à une allure trop rapide. De fait, J. de Léobardi 8 estime que, à la veille de la Révolution, 15% des hommes et 8% des femmes savent signer et que la majorité ne parle que le patois limousin. Parmi les points communs, on peut noter le type de déplacement et la nature des chemins, la pauvreté des villages, la présence de femmes et d'enfants, les adultes étant souvent partis en migration saisonnière, le rôle du marché, la place des traditions et des croyances dans la vie, une nourriture monotone dépourvue de fruits et de légumes verts, la crainte de l'étranger de passage dont on ne comprend ni les intentions ni la langue. Dans les deux cas, l'étranger souffre à suivre le petit garçon sur les chemins de son enfance. De fait, le villageois limousin d'alors, Zafimaniri d'aujourd'hui, n'attend rien sauf des ennuis, d'une administration lointaine. On ne peut compter que sur soi et sur le réseau villageois. On évite la ville par crainte de l'humiliation, faute d'en connaître les codes, mais elle constitue néanmoins l'ultime recours lorsque le village ne peut plus nourrir tous ses habitants. Première partie, la mobilité sans l'automobile. Urbains et ruraux ont toujours été très mobiles, avant l'apparition de l'automobile à toutes les échelles de territoire comme ils le sont aujourd'hui dans les régions du monde sans voiture. L'homme du Paléolithique parcourait déjà les territoires, à la recherche de nourriture. C'était en automne, il y a 160 000 ans. Un groupe d'Homo erectus européens, sans doute une trentaine d'hommes, quitte la Ligurie pour un long voyage vers le sud-ouest. De toute évidence, le groupe ne part pas au hasard et connaît sa destination avec précision. Il met le cap vers une région de gibier abondante sur l'actuelle côte méditerranéenne française, la grotte du Lazaret près de Nice. Les hommes ont toujours cherché à améliorer leur technique pour cela. Domestication du cheval, utilisation de la roue, de la voile, du gouvernail. Les équilibres de population se sont faits au gré des grands déplacements humains, sur tous les continents. Ils se poursuivent de nos jours sous forme guerrière ou pacifique, à la recherche de domination politique ou d'un minimum vital. Auguste Delaunay, au tout début du XXe siècle, sous-titrait son ouvrage Terre et peuple de notre globe, étude et description populaire de notre globe et des différents peuples qui s'y agitent. Le XIXe siècle leur procura l'efficacité du moteur à vapeur, électrique, à essence, sur l'eau, dans les airs, sur terre, voire sous terre dans les villes. Le moteur facilita les déplacements mais créa aussi de nouveaux besoins, à une échelle devenue mondiale. La colonisation en fait partie. Aujourd'hui encore, la maîtrise du pétrole oriente pour une bonne part la politique du monde. On se déplace beaucoup dans les campagnes vivantes. Tout comme la société rurale traditionnelle Zafimaniri peut nous paraître immobile, l'organisation des campagnes françaises semble immuable. Des paysans attachés physiquement à la terre, à l'image des serfs du Moyen Âge, dans le cadre d'une société étroitement hiérarchisée. Le territoire du mariage y dépasse rarement celui du canton. Une manière de se protéger contre l'étranger et de perpétuer les valeurs locales. Quand Pierre-Alain, mon père, épousa Marie-Jeanne Le Goff, il n'avait qu'une lieue à parcourir pour passer de la ferme de Kerveillan en Plovzay, au bourg de Pouldreuzic où il allait vivre désormais avec sa femme. Il vint à pied, le torse bien droit parce qu'il portait sur la tête une pile de 24 chemises de chanvre qui constituait le plus clair de son avoir. La campagne était en effet un lieu de vie dans lequel se déroulaient toutes les fonctions. Travail, habitat, loisirs, où toute dépense monétaire était réduite au minimum.
Les vêtements des cultivateurs sont aussi simples que leur nourriture. La laine des troupeaux convertie sur les lieux en étoffe grossière les couvre pendant l'hiver. Le lin qu'ils ont cultivé, que leurs femmes et leurs filles ont filé, est employé aux toiles dont ils sont habillés pendant l'été. Des sabots ou une paire de souliers presque toujours ferrés qu'ils firent faire pour le jour de leurs noces. La société traditionnelle n'était pourtant nullement coupée du monde. On oublie un peu vite qu'elle a été la norme pendant des siècles, vécue par 90% des habitants, qu'elle possédait ses élites, son intelligence issue d'une longue expérience, sa noblesse. Il est vrai que nous l'avons connue, voire vécue, en pleine décadence, totalement déstabilisée par de nouvelles valeurs, de nouvelles économies, par l'émergence de la ville qui devenait la référence par ses productions, ses écoles, dans une société où la nouveauté, apanage de la jeunesse, compte davantage que l'expérience des anciens. Les activités ambulantes sont multiples. Les paysans fréquentent les foires, mais les bourgs et la campagne sont parcourus inlassablement par des marchands à pied dont la boutique tient dans une boîte en bois ou un panier d'osier, sans compter les journaliers itinérants qui vont là où l'on a besoin d'eux, les tailleurs, les couturières qui s'installent encore sur la paille des granges et les castreurs, les tueurs de cochons, les entremetteurs de mariage, les gars de l'alambic, le chiffonnier borgne des mondes et apostrophes. Arrêt et le planteur de caïphas, qui fait figure de grand seigneur avec sa caisse odorante sur 3 roues. Les petits chemins sont entretenus par ces pieds-là, 10. La ville jouait certes un rôle, mais on ne comptait pas sur elle au quotidien. L'autarcie dont on parle habituellement n'était pas synonyme d'enfermement. L'exemple de l'Artense aux confins du Cantal peut en témoigner. Les hêtres et bouleaux de cette région furent exploités jusque dans les années 1950 pour la fabrication des sabots. Cette activité pourtant traditionnelle et très locale génère en fait de nombreux déplacements. Des ouvriers saisonniers ou définitifs venus du Bourbonnais pour abattre les arbres d'octobre à juin, cependant que les artésiens allaient ramoner les cheminées des Charentes, de Bretagne ou de Normandie. La vente sur les marchés locaux et notamment à Clermont-Ferrand à des marchands de l'ouest de la France. L'expédition au loin des productions à des représentants locaux en Loire-Inférieure, Vendée, Morbihan, Ille-et-Vilaine, à 700 km de là. Les transports sont effectués par bateau sur l'axe Loire-Allier puis par chemin de fer. En 2 ans, 1928 à 1929, la fabrique artisanale Chantelot-Gonin a vendu 10 692 paires de sabots vers des dizaines de destinations. Cet exemple montre l'imbrication des travaux saisonniers locaux, des migrations saisonnières des habitants de l'Artense et de nombreux arrivants de l'extérieur, l'intervention de transporteurs, d'agences commerciales, de revendeurs pour un produit dont la matière première et le savoir-faire sont alors pourtant généralisés dans le pays. On quitte le village pour la saison ou pour la vie. Même les sociétés rurales les plus enracinées ne sont pas en repos. Si leur croix naturelle excède leurs ressources, elles rejettent au dehors leur surplus de population, de manière temporaire ou définitive. Les migrations saisonnières ont longtemps permis à la famille de rester au village. Elles ont prolongé cette société pendant tout le XIXe siècle, de manière artificielle et toujours en limite de rupture. Ces déplacements professionnels sont une obligation pour la plupart des paysans français, maçons de la Creuse, bougnats auvergnats, colporteurs dauphinois ou ramoneurs savoyards, porteurs d'eau aveyronnais, sieurs de long forésiens, galvachers morvandiaux, rouliers jurassiens, instituteurs ou bayens, châtreurs béarnais, taupiers normands, mais aussi nourrices bourguignonnes, bonnes bretonnes et d'autres individus encore partis de leur pays pour l'amour de Dieu, du roi ou de la patrie, protestants chassés lors de la révocation de L'. Édith de Nantes, nobles suivant l'armée des princes en exil pour échapper à la guillotine, alsaciens quittant leur province devenue allemande. Sur les mers enfin, Gisez croisé les Normands partis conquérir la Nouvelle-France, les Basques embarqués pour la Pampas argentine, les riches cotonniers corses établis à Porto Rico ou encore les Alsaciens participant à la ruée vers l'or. On va de campagne en campagne pour les récoltes dont les dates sont décalées, cueillir les olives, vendanger, moissonner, de campagne en ville, ramoner, transporter, construire. Jean-Louis Bocarneau estime à 200 000 ces migrants saisonniers, dont le tiers en provenance des Alpes et du Massif central. La vie des sieurs de Long du Velay, du Forêt et du Livradois est en tout point semblable à celle des Affimanieries d'aujourd'hui. Les uns comme les autres partent en brigade pour une dizaine de journées de marche, jusqu'à 400 km dans toutes les directions, fréquentant 58 départements et n'hésitant pas à franchir les Pyrénées.
Sur leur dos, le baluchon et la scie de long. Les migrations temporaires participent à l'acquisition des savoir-faire, de l'expérience de son métier et de la vie avant de se fixer. Le vaste monde est une meilleure école que le centre d'apprentissage pour transmettre ou échanger son expérience avec l'élite des artisans français, les compagnons du Tour de France par exemple. C'est également l'école des écrivains, des artistes avec le voyage à Rome. Tout déplacement ne poursuit d'ailleurs pas un but économique. Le voyage était aussi objet ou but du récit. Madame de Sévigné, La Fontaine ou Turner sur les lignes régulières des bateaux de Loire. La vie politique fut elle-même longtemps mobile, sous les rois qui gouvernaient de château en château. Ce n'est pas seulement parce que Paris était bourguignon que le futur Charles VII était à Bourges et Chinon en 1429. Les déplacements s'imposent également pour le service militaire qui dura jusqu'à 7 ans. Après la perte de l'Alsace et de la Lorraine, et en attendant la revanche, comment s'en dispenser sans être un mauvais Français ou victime de quelque tare physique, et dans les deux cas bien difficile à marier. On se déplace également pour les pèlerinages, avec plus ou moins d'intensité, vers des destinations différentes selon les époques ou les apparitions. Saint-Jacques-de-Compostelle bien sûr, Lourdes, Lisieux, mais alors plutôt en chemin de fer. Puis vint le temps où le déplacement saisonnier, même long, ne permettait plus d'entretenir la flamme au village, dans une société curieusement devenue bien plus immobile avec la facilité des déplacements. Si les migrations définitives résultent parfois d'un choix délibéré, elles sont souvent le signe de l'échec des économies locales. La migration saisonnière joue alors le rôle de démarche exploratoire vers le départ définitif. En tout état de cause, la campagne traditionnelle ne peut fournir d'exploitation aux cadets de famille invités à se faire soldats, prêtres et le plus souvent ouvriers. Dans les années 25, combien de cortèges voit-on défiler sur la route de Quimper de pauvres ménagers qui vont chercher un meilleur sort en Dordogne? Où est-elle cette Dordogne, grand-père? Je suis assez grand pour savoir qu'il ne s'agit pas d'une sorcière comme le croient les petits en jupe. C'est beaucoup plus loin que Nantes, dit Alain Le Goff. Et pourquoi aller là-bas? C'est parce qu'il y a de la place. 14. La Dordogne en l'occurrence, ce peut être le Mexique, l'Algérie, les colonies, l'Amérique, qu'on soit libre d'y aller ou contraint par la pauvreté ou par la police. Les barrières naturelles et politiques ne freinaient guère les déplacements. Elles faisaient l'objet de traversées plus incessantes et multiples qu'avec l'automobile. Celles des armées, Hannibal, Charlemagne, Napoléon, des pèlerins, des échanges commerciaux, des troupeaux pour les pâturages sans grand souci de la frontière, de la contrebande, des nombreux échanges matrimoniaux d'une vallée à l'autre du nord au sud dans les Pyrénées. Les Français ont longtemps migré vers les terres espagnoles plus prospères, dès le Moyen Âge mais surtout à la Renaissance, au temps des grandes découvertes américaines. Les montagnards d'Auvergne vont à Madrid faire du pain, vendre des draps et exercer d'autres industries pénibles. Au XVIIe siècle, Saragosse aurait compté 10 à 12 000 Français, ouvriers immigrés, le plus souvent avec des perspectives de retour au pays après quelques années, ou pour les vieux jours à l'image des Mexicains de Barcelonnette. Au XVIIIe siècle, les Français créent des compagnies spécialisées dans le commerce du textile à Valence et Madrid pour lesquelles les relations familiales avec les villages d'origine sont exclusives. Oui, nos ancêtres ont été des ouvriers immigrés et méprisés, travaillant dur pour faire vivre la famille souvent restée au village. Le chemin de fer et la route ont permis des communications plus rapides, mais elles les ont concentrées en quelques points soigneusement contrôlés et les ont appauvris. Voies et moyens de transport. La marche resta longtemps le moyen le plus rapide et le moins aléatoire pour se déplacer. Il n'est point besoin d'emprunter les routes et leur état importe peu. La situation est bien différente pour le transport des marchandises, pour lequel la voie d'eau ou le roulage sont indispensables. La situation des routes est très variable selon la région traversée, la saison et l'état du royaume. De manière générale, elle ne s'améliore guère au fil des siècles avant le XIXe et la pratique du macadam, même lorsqu'il s'agit de la voie la plus importante de France, entre Paris et les châteaux royaux de la Loire, celle du Grand Chemin d'Orléans. L'itinéraire, longtemps variable, en a été fixé au XVIe siècle par Étampes, Toury et Artenay. En 1556, le roi ordonne le pavage entre ces deux derniers villages, 2 toises et demi de largeur pavée et rehaussée, au milieu d'une emprise de 8,5 toises, sans que les laboureurs y puissent mettre fumier ou autre chose qui puisse empêcher le chemin.
L'entretien de cette portion est prévu par l'institution d'un péage au bourg de Toury. 4 deniers parisis sur chaque cheval attelé ou chargé. À partir du sud, le pavé d'Orléans atteignait déjà Artenay depuis le milieu du siècle précédent avec le concours financier d'Orléans. Mais un siècle plus tard, Colbert se préoccupe encore de son achèvement. En 1671, les voituriers revenant à Vide-d'Étampes à Orléans doivent transporter pavés et sable, obligation rappelée 11 années plus tard. Le mode de financement et l'exécution des marchés publics, que l'on pourrait bien qualifier de bricolage, en dit long sur le financement des routes par l'État. Un siècle plus tard, Voltaire peste contre la technique utilisée. De gros pavés simplement posés sur la terre rendant le chemin raboteux et bientôt impraticable et l'on roule sur la terre par temps sec ou en cahotant derrière les gros charrois de vin du Val-de-Loire vers Paris. La route paraît s'améliorer à la fin du XVIIIe siècle. À la veille de la Révolution, notre réseau de routes royales était le meilleur du monde. Parcourant les routes du Limousin, Arthur Young les qualifie de nobles et superbes. Celles du Languedoc lui paraissent excessivement belles et il avoue qu'on n'a pas en Angleterre l'idée de pareilles routes. Mais son admiration est mitigée car il les juge disproportionnées au trafic. Dans l'espace de 12 lieues, je rencontrai un cabriolet, une demi-douzaine de chariots et quelques vieilles femmes sur des ânes. À quoi bon cette prodigalité ? Les avis divergent selon les sources et les lieux. Concernant la Loire inférieure, la plupart de ces routes ont été ouvertes il y a 70 ans par corvée. Mal projetées, mal faites dans le principe, elles exigent des réparations continuelles. Plusieurs routes de 3e classe sont impraticables 6 mois de l'année. Les confins du Maine-et-Loire, des Deux-Sèvres, de la Vendée, de la Loire inférieure sont pour ainsi dire inaccessibles. On ne peut y voyager qu'à cheval, et dans la belle saison. Si ces contrées eussent eu de grandes routes, peut-être ne s'y serait-il point manifesté de troubles. 16. Il est fait bien sûr allusion aux guerres de Vendée. Ce rapport officiel du Premier Empire n'avait sans doute pas de raison d'être indulgent pour l'Ancien Régime. Malgré des avis divergents selon les aléas du voyage et l'humeur de leur auteur, la qualité du réseau paraît s'être dégradée au XIXe siècle avec un nouvel abandon lié à l'abolition des corvées par la Révolution, puis l'apparition du chemin de fer qui déterminait d'autres priorités. La navigation, si précaire fût-elle, était depuis toujours préférée au roulage. L'eau et le vent fournissaient la force motrice. Les hommes et les marchandises étaient mieux protégés sur l'eau qu'au plus profond des forêts. Le moindre ruisseau était connu et exploité, même de manière très occasionnelle pour y tirer une embarcation, y faire tourner un moulin. La Loire par exemple, utilisée dès l'époque romaine, fut la voie de communication la plus importante entre les pays méditerranéens et la Grande-Bretagne. Sa fonction s'affirma à partir de la Renaissance avec le développement économique et l'unification progressive du royaume de France. Le XVIIe siècle lui donna une importance nouvelle avec le commerce triangulaire à partir de Nantes. Le sucre des Antilles était alors acheminé par bateau vers les raffineries d'Orléans, puis vers Paris. Des canaux complétèrent progressivement le réseau navigable d'un fleuve aléatoire. Canal de Briare des Henri IV, canal d'Orléans, de Nantes, de la Maine, du Berry. La navigation fut au plus haut de son activité avec la révolution industrielle et le développement urbain. Transport de charbon de terre, de minerais et toujours bois, vin, faïence de Nevers et de Gien, produits de la Méditerranée venus de l'amont. Au début des années 1840, 11 000 bateaux fréquentaient le port d'Orléans chaque année, portant de 300 000 à 400 000 tonnes de marchandises. La machine à vapeur ne mit pas fin à la navigation. Elle la modernisa au contraire, la rendant indépendante des vents sinon des bassaux. Bientôt, les lignes régulières de paquebots de Loire et d'inexplosibles parcourent le fleuve. 2 jours à la descente de Nevers à Nantes, 3 à 4 jours à la remonte. Les correspondances sont assurées à Orléans par des voitures à cheval entre les quais de Loire et ceux du train Paris-Orléans, à la satisfaction générale. C'est la période d'or de la navigation en Loire, mais aussi la veille de sa totale disparition. Toutes les améliorations, pont-canal de Briare, sont rendues vaines par l'avancée de la voie ferrée, Tours en 1846, Nantes en 1850. Le trafic s'effondre. À Orléans, le tonnage de marchandises transportées en Loire descend à 150 000 tonnes en 1853,
25 000 en 1880, 1100 tonnes en 1893. Le trafic passager s'effondre à un rythme bien plus rapide et toute activité disparaît en une quarantaine d'années, le temps de la vie d'un marin. Le long, laborieux et millénaire roulage vers Paris des vins de Loire de Laval ou de charbon de bois de l'Amont disparaît en quelques mois. Et avec lui toute l'organisation des relais de chevaux, d'auberges, la main-d'œuvre de bouviers, de chargeurs. Disparaissent également de multiples savoir-faire. La construction des bateaux de Loire en partie hérités des Vikings et dont aucun ne nous est parvenu, le tissage des voiles en Touraine vers Bréhémont, la connaissance du fleuve et de sa vie, des courants, de l'arrivée des crues. Il ne reste alors aux gens de l'eau, ainsi qu'ils le disaient alors, que le bois du bateau comme cercueil et la voile pour linceul. La vie a fui les quais pavés d'Orléans, jadis si animés, pour la gare du chemin de fer avant de rejoindre la route. Les transports urbains, du cheval au tramway électrique. L'augmentation des surfaces urbaines, même modestes, et celle du nombre d'usagers concernés, rendent les transports en commun indispensables. Blaise Pascal l'a bien compris en créant dès 1662 la Compagnie des carrosses à 5 sous, 5 lignes régulières à itinéraire fixe et à prix unique, mais elle ne vécut que 5 années. L'outil ne suffit pas si la société n'est pas prête à l'utiliser, sur le plan financier notamment. Les véhicules particuliers n'étaient eux-mêmes pas si fréquents. Catherine de Médicis aurait disposé du premier carrosse, dans la forme de ceux des messageries et muni de grandes portières de cuir. Les premiers fiacres, véritables taxis de l'époque, apparaissent sous Louis XIV mais ne sont nullement des transports en commun. Le véritable conducteur parisien de Richard, guide de la capitale de 1828, fait état de 15 000 carrosses et 900 fiacres circulant dans Paris. Ces derniers sont stationnés en 71 points et loués à la course ou à l'heure, mais leurs chevaux usés manquent trop souvent de vivacité et font languir les voyageurs en chemin, surtout quand les cochers sont payés à l'heure. Chacun peut également disposer d'un cabriolet bourgeois déclaré à la police, et il est possible d'en louer un à la semaine ou au mois. Il existe également des cabriolets de place dont les chevaux sont plus rapides que ceux des fiacres. Encore faut-il habiter Paris, ou y séjourner. Entrer dans Paris quand on est provincial ou étranger n'est pas simple, ce qui montre à quel point le voyage est loin d'être banalisé à la fin de la Restauration. Tout voyageur arrivant à Paris doit être muni d'un passeport en règle. S'il est français, et qu'il ait l'intention de demeurer dans une maison particulière, il doit dans les 24 heures aller remettre ce passeport au commissariat de police du quartier qui lui délivre en échange un bulletin avec lequel il peut circuler librement pendant 3 jours. Ce terme passé, il est tenu de se présenter en personne à la préfecture de police, quai des Orfèvres, rue de Jérusalem, 2e bureau, 1re division depuis 10 h jusqu'à 4 h, à l'exception des dimanches et fêtes. Pour quitter la capitale, il devra avoir accompli les formalités de passeport sans lesquelles il ne pourra obtenir de place dans les diligences, ni de chevaux de poste. La conséquence la plus évidente est la modicité du nombre de voyageurs. 30 406 permis de séjour donnés à des étrangers en 1813, 34 261 passeports délivrés dont 2 777 pour l'étranger. Une centaine de personnes seulement quittaient donc Paris chaque jour. Ce contrôle rappelle bien sûr le type de déplacement encore en vigueur en Chine pour les nationaux. Il est à noter également qu'en vertu du monopole des postes, il est strictement interdit de porter soi-même du courrier, sous peine de confiscation lors d'une fouille. Ce monopole existait encore en 1878. La croissance périurbaine demeure modeste, largement à l'intérieur des limites parisiennes actuelles. Le conducteur de 1828 conseille la visite de quelques villages proches. Asnières, 310 âmes à 1 lieue et demie au nord-ouest de Paris par la barrière de Monceau, Belleville, village de 1850 âmes à l'extérieur du faubourg du Temple, voiture, rue du Petit Carreau numéro 19, prix 60 centimes, départ des apostrophes. Heure en heure depuis 9 h du matin jusqu'à 8 h du soir. Fête tous les dimanches pour les ouvriers de Paris. Quant à Charonne, village de 620 âmes à l'extrémité du faubourg Saint-Antoine, il n'a rien de remarquable. Toute cette banlieue, au sens historique du terme, est liée à Paris de bien des manières, y compris sur le plan agricole puisque les rues de Paris sont balayées chaque matin par les habitants à 7 h en été, à 8 en hiver et les tombereaux les débarrassant de leurs immondices les portent dans les campagnes environnantes dont elles sont le meilleur engrais.
Les cochers sont le plus souvent issus de la migration saisonnière corrézienne, dont les parents étaient déjà porteurs de chaises. Leur présence est souhaitée à la mauvaise saison, au contraire des maçons, dans la mesure où leurs clients habitent leur hôtel urbain. Vers 1880, Paris comptait 25 000 voitures à cheval. La compagnie la plus importante, 10 000 voitures, était dirigée par un Aveyronais. En 1911, 866 cochers parisiens étaient corréziens et 731 Aveyronnais. Ils s'équipent progressivement de taxis automobiles. Les chemins de fer, utilisés depuis 1828 pour le transport du charbon et des marchandises, s'adaptent progressivement à celui des voyageurs. Ils facilitent le transfert des habitants vers les villes, d'autant que les ruraux participent largement à leur construction. La première ligne entre Paris et Le Pecq, construite en 1837, est prolongée jusqu'à Saint-Germain en 1846. Une petite ligne sans avenir, selon M. Thiers. Versailles est desservie en 1839. En 1842, une étoile de 9 lignes s'organise autour de Paris. L'année suivante, Orléans est reliée à la capitale en 3h15 au lieu de 10 à 15 heures quelques mois auparavant. Le chemin de fer cumule les avantages: rapidité, régularité, capacité, et il est moitié moins cher que le roulage. La ligne de Saint-Germain transporte 2,4 millions de voyageurs en 1853, avec un prix divisé par 2 depuis l'inauguration. Ces velléités sont néanmoins vite freinées par la modestie des revenus d'une population encore essentiellement ouvrière et piétonne. Les chemins de fer transportent bien davantage la clientèle provinciale des grandes lignes que celle de la banlieue. En 1860, les gares parisiennes reçoivent 5 400 voyageurs par jour de la banlieue sur un total de 67 000. La gare de Clichy, ouverte en 1843 à la demande pressante de la municipalité, est fermée l'année suivante faute de voyageurs. Elle ne sera rouverte que 25 ans plus tard. Le baron Haussmann a parfaitement compris que la rénovation du centre de Paris allait provoquer l'exode de nombreux habitants vers l'extérieur de la ville et donc son étalement. C'était d'ailleurs l'un des buts poursuivis. Aussi a-t-il créé dès 1855 la première compagnie générale des omnibus, dotée du monopole et de l'obligation des transports publics. Paris passe de 1,6 million d'habitants en 1851 à 2,6 millions en 1876. Ajoutée à l'étalement, cette augmentation de 60% provoque une utilisation plus que proportionnelle des transports en commun qui passe de 40 à 115 millions de voyages. En 1878, Paris dispose de 32 lignes d'omnibus avec 700 voitures, ainsi que 300 tramways dits chemins de fer américains sur 2 lignes. Il en passe toutes les 5 minutes pour Versailles, Saint-Cloud, Vincennes, Saint-Denis, avec possibilité de correspondance entre eux. Mais tous sont tirés par des chevaux et disposent d'une impériale, dont les places sont agréables pour les hommes agiles, lorsqu'il fait beau, tant à cause de la vue que parce qu'on peut y fumer, ce qui est défendu dans les voitures. En 1905, le premier essai de l'omnibus automobile, à vapeur, de M. Serpollet donne l'occasion à l'illustration de faire le point sur les transports de surface gérés par la Compagnie des omnibus de Paris. 85 lignes d'omnibus et de tramway, 250 millions de personnes transportées depuis le début de la concession en un demi-siècle. Les tramways sont toujours tirés par des chevaux, pas toujours très vaillants. Le conducteur marche à côté d'eux, et doit les attendre dans la montée des Gobelins. Celui de la gare d'Orléans part toutes les heures, mais avec les fringants coursiers qu'il possède, on ne sait pas quand on arrive. Aussi ces 10 places de plateforme et ces 12 places d'intérieur sont-elles encore trop nombreuses pour les amateurs. Sur d'autres lignes comme Montreuil-Châtelet, on change les chevaux en cours de route. Les employés procèdent sûrement mais lentement à cette opération compliquée, bien convaincus que le public n'a qu'à attendre leur bon plaisir. La première ligne d'omnibus automobile, à vapeur, est mise en service en 1906, Montmartre-Saint-Germain-des-Prés, avec Impériale ouverte et sans suspension. D'autres tentatives étaient faites pour remplacer les tombereaux hippomobiles, pour le ramassage des ordures ménagères. Curieusement, le métro souterrain, électrique, a précédé le transport en commun automobile de surface. La première ligne est ouverte en 1901, 32 ans après Londres, la seconde en 1903. Les véhicules de transport en commun tirés par des chevaux ne disparaissent qu'à la veille de la Première Guerre mondiale, remplacés par 245 lignes d'autobus.
Les Parisiens disposent d'autres moyens de transport récemment mis en service. 3 lignes de bateaux omnibus entre Charenton et Suresnes. En 1890, ils ont déjà transporté 23 millions de personnes. Les 37 km du chemin de fer de la Petite Ceinture sont parcourus en 2 heures et 5 minutes, 29 stations, départ toutes les demi-heures. Toutes les voitures sont dotées d'impériales. Les déplacements individuels augmentent également. 12 000 voitures de remise ont remplacé les voitures de place, fiacres. Le dernier tiers du XIXe siècle connaît une spirale de croissance. En 1869, 3 000 banlieusards arrivent chaque jour à Paris, 40 000 en 1900. Ils sont 120 000 en 1913, représentant une part toujours plus importante du trafic. Un 12e en 1869, plus de la moitié en 1913. Il s'agit d'une population aisée d'hommes d'affaires, de chefs d'entreprise, de commerçants dans la mesure où le prix d'un billet de chemin de fer Juvisy-Paris et retour en 1900 équivaut au salaire quotidien d'un ouvrier, soit 2 francs. Les premiers tramways électriques apparaissent en 1892 sur les lignes Neuilly-Courbevoie et Asnières-Gennevilliers, relayés dès 1900 par le métro. Les premiers grands ponts métalliques urbains précèdent largement l'automobile. Brooklyn Bridge sur l'East River de New York est inauguré en 1883. Dans sa forme initiale, il était équipé d'une promenade pour piétons au centre, d'une ligne de tramway de part et d'autre et d'une voie pour voitures à cheval et chariots de chaque côté vers l'extérieur. L'urbanisation se développe en doigts de gants au long des voies de chemin de fer, qui suivent elles-mêmes les principales vallées. Cet événement est important en matière d'urbanisme. Pour la première fois, la progression urbaine n'est plus continue et agglomérée mais en îlots autour de points d'arrêt des transports collectifs. En l'absence de moyens de transport individuels, l'espace interstitiel reste agricole même à proximité immédiate des villes. Paris en conserve des aspects en 1900 avec 500 étables et 7000 vaches produisant 100 000 litres de lait et 1500 mètres cubes de fumier par jour. La situation parisienne est originale au niveau national par sa précocité et son ampleur. Seuls les bassins miniers et les grands centres industriels connaissent un tel développement. Les 2 départements du Nord et du Pas-de-Calais passent de 1 315 000 à 2 718 000 habitants au XIXe siècle, et les villes tendent à se rejoindre dans un enchevêtrement d'usines, de canaux, entre lesquels se multiplient les courées ouvrières. Il est certain que la population laborieuse tend de plus en plus à se fixer dans les faubourgs et les communes suburbaines. C'est un bouleversement qu'il était facile de prévoir, car c'est précisément l'installation des tramways électriques qui a provoqué l'exode de la population urbaine. Les autres villes de province connaissent également, à leur échelle et de manière plus tardive, le développement le plus important de leur histoire, en termes d'activité, de nombre d'habitants, de surface urbanisée, en liaison avec l'arrivée du chemin de fer et l'exode rural mais sans provoquer de développement significatif des transports en commun. Charles Péguy nous donne un savoureux récit de sa vision d'enfant de la desserte entre Orléans et le bourg de Chécy par le faubourg Bourgogne à la fin du XIXe siècle. C'est l'omnibus de Chécy qui, allant et revenant pour ses 3 voyages, passait et repassait régulièrement 6 fois par jour au trot tranquille de son gros cheval. Il était si exactement régulier qu'il donnait l'heure au moins aussi exactement que la grosse montre de ma grand-mère, et ce ne fut qu'assez tard que je m'avisai qu'il ne servait pas seulement à donner l'heure aux gens du faubourg, mais qu'il servait aussi à transporter les voyageurs quand on voulait aller à Chécy. La proche banlieue d'Orléans a attendu 1899 et la traction électrique pour être desservie. De même en 1917, lorsque Jean Anglade, jeune normalien, prend son premier poste d'instituteur à quelques kilomètres d'Issoire, il y arrive par la patache à 2 chevaux qui assurait la liaison quotidienne Issoire-Sugère, sa valise placée sur l'impériale et une femme sur les genoux par manque de place, après 3 heures de chaos et d'arrêt devant divers bistrots. Dans les villes de province et parmi la population ouvrière, le vélo joue alors un rôle important comme moyen de déplacement mécanique individuel. En 1861, les frères Michaud rendent opérationnelle la Draisienne de 1818. Leur atelier de la Porte-Maillot connaît le succès à la fin du Second Empire, et la bicyclette devient très vite populaire. Elle augmente de manière non négligeable et à un coût modéré la possibilité de se déplacer et donc de se loger. 1 million de vélos sont en service en France en 1900. Les fabriques se multiplient,
L'artisanat lié à la bicyclette se développe au long des routes, prolongeant l'activité des forgerons de village. Le vélo éveille également le goût du plein air et incite à redécouvrir la campagne en cette fin de siècle. La première course cycliste Paris-Brest et retour a lieu en 1891 avec 206 partants, pour 1200 km. Le vainqueur parcourt la distance à 16,1 km/h de moyenne. L'équipement des habitants est très directement lié au développement urbain, et de fait, à l'aisance financière des habitants. L'illustration de 1904 en donne une géographie précise. Les 15 départements les mieux équipés, de 435 à 815 vélos pour 10 000 habitants, couvrent la région parisienne et la vallée de la Loire, les 15 suivants les grandes villes de l'Est et les régions lyonnaises et bordelaises. Les 15 derniers concernent les régions les plus pauvres, l'Auvergne et le Limousin, de 103 à 11 vélos pour 10 000 habitants. La répartition des motos et des voitures est alors en tout point semblable, traduisant un développement régional et des possibilités financières très différenciées. Deuxième partie, la ville piétonne. La ville à l'image de la société. Lorsque les peintres du Moyen Âge et de la Renaissance représentaient la ville, c'était Jérusalem, une forteresse imprenable. Thomas More 1478 à 1535 ne définit pas autrement Utopia, la ville du futur. Une ceinture de murailles hautes et larges enferme la ville et à des distances très rapprochées s'élèvent des tours et des forts. Les remparts sur 3 côtés sont entourés de fossés toujours à sec, mais larges et profonds, embarrassés de haies et de buissons. Le 4e côté a pour fossé le fleuve lui-même. C'est cette image qui a subsisté de la ville ancienne. La réalité historique est plus complexe, comme l'atteste l'exemple de Clermont-Lérault, Hérault. Ville étalée, ville enclose, l'exemple de Clermont-Lérault. L'exemple est particulièrement intéressant car il s'opère à population égale sur une longue période, entre 5 000 et 6 000 habitants. Il est représentatif de l'évolution de villes plus importantes depuis l'origine des groupements permanents. Le site néolithique, la Ramasse, domine la vallée de l'Hérault de manière spectaculaire, entre les terroirs agricoles et ceux d'élevage et en vue de la vallée fréquentée par des groupes potentiellement hostiles. Ce site n'était peut-être qu'un oppidum refuge de villageois installés plus près de la plaine. La ville romaine choisit la plaine au IIe siècle avant notre ère, sur la route entre Millau et le port d'Agde, lieu de passage des poteries de la Grove 5. De la nourriture, du vin et des grains notamment, voyageaient dans l'autre sens. Le site de Père-Plantade a été ainsi occupé jusqu'au IIe siècle après Jésus-Christ. Il s'agissait alors d'une ville très étalée, dotée d'un plan en damier. Il n'en subsistait qu'un faubourg au IVe siècle, l'Estagnol, utilisé jusqu'au Xe siècle mais sans la rigueur du plan de la période de la paix romaine. Les silos à grains avaient remplacent les dolias, jarres de vin. Il disparut à son tour ensuite. La ville médiévale avait quitté la plaine pour se grouper autour de la colline du château, sur un site étroit au long de la route vers Bédarieux et les Hauts-Cantons. La ville est perchée et fortifiée, entre château et église. Elle est resserrée, son plan s'adapte au relief. L'économie paraît être davantage de subsistance, les communications étant moins sûres. La ville moderne ne connaît guère de changement avant le XIXe siècle, et l'arrivée du chemin de fer. La gare s'installe dans la plaine, reliée à la ville par une rue nouvelle en position de faubourg qui devient progressivement la principale rue commerçante. Cette extension urbaine, plus aérée et située sur une pente modérée, s'opère suivant un plan orthogonal. Les habitants aisés s'y installent et de nombreux entrepôts se construisent à proximité de la gare. Les quartiers les plus escarpés, les plus anciens et les plus insalubres, sous le château, se vident de leur population et se ruinent. La descente urbaine est donc générale mais sans augmentation du nombre d'habitants, 5 450 en 1881. On revient à une économie d'échange. Vin puis raisins de table jusqu'aux années 1970 transportés par chemin de fer et non par un réseau routier inchangé. La ville compte 5 482 habitants en 1975 sur 32 seulement de plus qu'un siècle auparavant. La ville actuelle tente de réhabiliter les quartiers les moins incommodes de la ville haute, mais les ruines y sont nombreuses et la population modeste. Elle ne bénéficie pas de bâtiments prestigieux des villes, à secteur sauvegardé. La gare a été déclassée, les rails déposés et le vaste espace ferroviaire est en cours d'intégration à la ville.
Tous les quartiers anciens perdent des habitants et de la substance économique et commerciale. La progression urbaine s'opère vers les collines de l'ouest, en direction de Villeneuve et du lac du Salagou pour les habitations, vers la plaine à l'est sous la forme de zones d'activité essentiellement commerciales près de l'autoroute Paris-Clermont-Ferrand-Barcelone. Des équipements urbains les accompagnent, terrain de football, projet de stade de loisirs nautiques. Elle ne gagne pourtant pas d'habitants en proportion de la surface occupée. Les 6532 habitants de 1999, soit 1050 de plus en 25 ans, occupent 1030 logements supplémentaires, le plus souvent en individuel. Au total, à nombre d'habitants égal, la ville occupe 10 fois plus d'espace qu'avant l'apparition du chemin de fer. Fait remarquable, l'extension actuelle de la ville vers la plaine retrouve très exactement l'emplacement de la ville romaine et de ses faubourgs. Les travaux de l'autoroute ont permis de localiser la vieille route romaine, très précisément à l'emplacement de l'autoroute. Si la ville contemporaine retrouve l'emplacement de la ville romaine, c'est que les conditions de vie, les logiques de développement urbain sont semblables aux deux périodes. Une société fondée sur des échanges et donc la circulation des hommes, des produits, des idées. Elle repose également sur un système politique et social semblable. Une obéissance aux lois d'un État vaste et centralisé capable de construire et d'entretenir un réseau routier et d'en assurer la sécurité. L'ensemble des villes est relié en réseau. Au contraire, le système médiéval était introverti dans un espace réduit âprement défendu par un seigneur local. Ces luttes entretenaient l'insécurité, et les villes restaient blotties derrière les remparts. Le pays était donc très compartimenté et l'on y circulait mal, sur des routes aléatoires coupées de multiples péages d'une seigneurie à l'autre. La voie navigable était alors préférée, rivière ou cabotage marin. Chaque période de paix voyait les abords extérieurs se peupler, la ville s'étaler, pour se rétracter à nouveau derrière les murailles en rasant les faubourgs à l'approche de l'ennemi. Braudel parle de projection spatiale des rapports sociaux. La période médiévale a cependant vu naître des villes et villages, les bastides par exemple, créés par un seigneur ou par le roi afin de repeupler des terres ravagées par des guerres ou des épidémies. Elles étaient conçues sur un site facile d'accès, site de temps de paix, et selon un plan en damier à l'image des villes romaines. La forme des ponts est un excellent révélateur du système de société. Au Moyen-Âge et plus généralement pendant les périodes troublées, il s'agit d'aller d'une rive à l'autre plutôt qu'à l'extrémité du pays. Le pont en dodane, bien adapté à la marche, permet justement d'arriver au niveau des maisons riveraines. En période de paix au contraire, les territoires peuvent échanger leurs produits et donc se spécialiser, d'où la nécessité de transports organisés et de routes en bon état. Qu'il s'agisse de la paix romaine, de l'ordre de 3 siècles, ou de la période actuelle, le pont devient passage entre deux destinations lointaines, il est horizontal et en continuité avec la route. La ville n'est qu'une étape. Les fortifications ne signent pas l'urbanité, elles n'en représentent qu'un moment, même si elles subsistent lors de la période de paix suivante. Si les fortifications sont aussi anciennes que les villes, c'est que la guerre est elle-même aussi ancienne, Jéricho 8000 ans avant notre ère. En réalité, c'est la guerre plutôt que la ville qui fait la fortification même si elle est utilisée pour d'autres contrôles. Ainsi, les villes nées de la Pax Romana s'étalent librement dans la plaine sous forme de villas, de jardins au long des routes de desserte et des équipements publics, marchés, thermes, amphithéâtres, nécropoles. Rome même ne s'enferma derrière un mur qu'après les invasions gauloises de 386 avant J.C., le mur servien protégeant 400 hectares. Ces limites furent rapidement dépassées par les constructions publiques, théâtre de Pompée, et privées, jusqu'à atteindre 1800 hectares et 600 à 700 000 habitants au début de notre ère. Si Lutèce ne couvrait qu'une quarantaine d'hectares sous le Haut-Empire, c'est qu'elle n'était qu'une ville de 5e classe avec 8000 habitants environ. Lyon, Narbonne, Nîmes, Trèves et Vienne en avaient plus de 20 000 sur une surface supérieure à 200 hectares. Mais leur fortification symbolisait alors davantage un statut dans l'Empire qu'un moyen de défense. L'étalement urbain, avec ou sans murailles, témoigne avant tout de la paix générale et de prospérité de la ville. La banlieue, une partie consubstantielle de la ville. La banlieue n'est pas une excroissance optionnelle. Elle est nécessaire, consubstantielle et partie intégrante de la ville au même titre que la partie enclose, autrefois comme aujourd'hui. Rappelons que le terme de banlieue est issu du droit féodal.
l'espace d'environ 1,4 km autour d'une ville et sur lequel le seigneur avait juridiction et faisait proclamer les bans, levés en masse des habitants pour la guerre, date d'ouverture des vendanges, droit de fief par lequel le suzerain contraignait ses sujets à utiliser moyennant redevance son four, son moulin, son pressoir. La banlieue était chargée en premier lieu de nourrir la ville qui ne pouvait pas toujours espérer des approvisionnements lointains et réguliers. Cet espace était parcouru par les hommes en 1 heure matin et soir pour les travaux des champs. Hommes et bêtes passaient le plus souvent la nuit dans la ville elle-même qui comprenait d'ailleurs des espaces agricoles importants. Les faubourgs prolongent les artères de la ville au-delà des portes. Ces voies possèdent une grande continuité dans l'espace et dans le temps. Les voies romaines et parfois plus anciennes structurent encore largement nos agglomérations et notre réseau de relations. Les quartiers extérieurs accueillent les voyageurs de passage, tous ceux qui ne veulent pas payer l'octroi. C'est donc le lieu privilégié des cabarets. On y trouve également les activités repoussées par la ville de crainte des incendies, boulangeries, poteries, forges, ou des odeurs et miasmes, tanneries, abattoirs. Les abords des rivières sont également très recherchés, pour l'énergie nécessaire au moulin, pour la navigation ou le flottage, la pêche, la lessive. Mais de la rivière peut venir également le danger, à l'image des assauts normands du IXe siècle sur la Loire ou la Seine. Dans les faubourgs de Beaugency, s'agglutinaient entrepôts de magasins mais aussi hostelleries et estaminets fréquentés par une population interlope qui conféra longtemps à cette partie de la ville une réputation douteuse. Là se trouvent également les bains publics dont les fonctions, au dire des gens honnêtes, n'avaient qu'un rapport indirect avec l'hygiène. C'est aujourd'hui une promenade bien habitée et bucolique, au long d'un fleuve désert. La ville a été retournée vers le nord, vers la gare et vers la route. Les faubourgs jouaient le rôle de filtre social, une sorte de quarantaine physique et morale à l'entrée de la ville, quarantaine au sens le plus strict du terme lorsqu'il s'agit de lépreux. On empêche ainsi les serfs d'y entrer puisque l'air de la ville rend libre. On empêche également certains urbains d'en sortir pour s'affranchir du contrôle des corporations, en créant des ateliers à l'extérieur profitant des salaires plus faibles versés aux ruraux et des charges moins élevées, une délocalisation en quelque sorte, notamment au XIIIe et XIVe siècle. Les espaces entre faubourgs sont essentiellement agricoles mais ils accueillent également les manœuvres militaires, les foires, les carrières, les cimetières. Autant d'espaces indispensables à la ville, mais difficiles à accueillir à l'intérieur des murs. De nombreuses communautés religieuses y sont également implantées sur des surfaces closes importantes, ainsi que les maisons des champs des notables de la ville, première classe sociale à choisir l'habitat périurbain. Malgré son importance et pour des raisons de sécurité essentielles, l'espace périurbain était condamné à la précarité. À l'approche de l'ennemi, il est totalement rasé par les défenseurs afin de ne pas fournir d'abri aux assaillants. À Bordeaux, lors du siège de la ville en 1203, on dut démolir à ras le sol les églises Saint-Jacques, Sainte-Madeleine, l'Hospice, les maisons pour les pauvres, celles des moines et celles des clercs. Derrière ce monceau de ruines, apparaissent de nouveau les formidables remparts Bituriges. Ils n'ont pas une ride. Lorsque le faubourg a acquis une certaine importance économique, politique, humaine, une certaine dignité, il est cerné par une nouvelle muraille qui agrandit la ville enclose cependant que l'on démantèle la portion désormais sans usage. Les habitants du faubourg en prennent parfois l'initiative, ce qui suppose des moyens financiers importants et l'accord de la collectivité centrale. Les faubouriens ne s'assimilent pas aisément aux urbains du centre. Ceux du faubourg Saint-Marc à Orléans s'interrogent lorsqu'on veut les rattacher à la paroisse urbaine de Sainte-Verte en 1790. Qui peut répondre que nous ne dégénérerons pas et que notre quartier ne devienne un jour une pépinière d'hommes pervers et corrompus? Cependant que leurs proches voisins à l'intérieur des murailles se gaussent de leurs balourdises. La croissance continue des villes est un processus essentiellement contemporain. Il est arrivé aussi souvent dans l'histoire qu'elles se rétractent parfois, même bien en deçà de leurs murailles. La Rome médiévale consistait en quelques villages fortifiés au cœur de l'immense enceinte ruinée de la ville antique sur laquelle paissaient les troupeaux de moutons. De même dans le Paris médiéval, les chemins grêles serpentent parmi les vignes, anciennes rues de Lutèce par lesquelles les Gallo-romains se rendaient au forum, aux thermes, au temple et au théâtre. Bien des villes antiques furent réduites aux arènes comme derniers châteaux forts, chacun assurant sa survie, indifférent à la ville qui ne commandait plus rien. Les rois et seigneurs mérovingiens et carolingiens ne résidaient d'ailleurs pas en ville,
mais dans un domaine à quelque distance. L'activité intellectuelle se concentre dans les abbayes suburbaines, Saint-Benoît-sur-Loire, Saint-Martin et Marmoutier à Tours. Bordeaux passe de 125 à 30 hectares, Reims de 200 à 35 hectares. Ce n'est que vers l'an 1000 que les villes retrouvent les anciennes limites fortifiées. Les villes anciennes couvrent donc des surfaces réduites, liées aux impératifs du déplacement à pied, de la défense et à un nombre d'habitants compatible avec les possibilités d'approvisionnement en eau et en nourriture, même en temps de paix. Ainsi, en XIVe siècle, de la conquête romaine à Philippe Auguste, Paris est passé de 15 à 253 hectares. Un ambassadeur de Venise sous François Ier écrivait en 1535 qu'on en faisait le tour en moins de 3 heures en allant à pied et assez doucement. Il a fallu encore 2 siècles pour atteindre 1300 hectares sous Louis XV, et une tentative supplémentaire pour en borner la progression, au moyen de bornes à ne pas dépasser tant ces dimensions posaient de problèmes. En 15 siècles, Génabum passe d'un carré de 25 hectares au Pentagone d'Orléans de 130 hectares, l'une des villes les plus considérables du royaume. Marseille devait couvrir 50 hectares peu après sa fondation et Agde 5 hectares. Elle retrouve à peu près la même surface 2000 ans plus tard lors de la démolition de leurs murailles grecques au XVIIIe siècle. Ainsi la ville n'a jamais coïncidé avec ses fortifications, construction lourde et peu adaptable aux aléas de l'histoire. Elle peut grandir au point de submerger les remparts et de les faire disparaître. Elle peut au contraire flotter dans un vêtement trop large pour elle, à l'image du Paris de Philippe Auguste qui avait largement anticipé sa croissance. 5300 mètres de murailles enfermant 250 hectares pour 50 000 habitants. Bien des champs et des vignes sont à l'intérieur, sur lesquels les Parisiens sont invités à bâtir, pour que toute la ville jusqu'aux murailles parût pleine de maisons. Une banlieue de 2 lieues de large est créée, afin de favoriser également le développement des faubourgs autour de la nouvelle enceinte. Un tiers de l'île de la Cité est en terrain vague, en 1421. Il reste de ces siècles, qui ne sont pas si lointains, une identité différente entre la ville et sa périphérie. Pour l'urbain, l'extérieur est le paganus, paysan mais aussi païen. C'est l'inconnu, le danger hors des limites du gai, l'impur. Dans la ville enceinte, il y a toute l'indication de la prospérité et des certitudes pour l'avenir. La symbolique de la porte est évidemment majeure. C'est de là que vient le danger mais aussi la délivrance, le sac possible ou l'épidémie mais aussi la prospérité. Elle interdit et elle accueille, mais elle ne s'offre pas à tout le monde. Avec les clés de la ville, elle s'offre. La ville demande la semence par laquelle elle s'accroît. Toujours une histoire de fente, ouverte pour l'amant, fermée pour le viol. Une progression longtemps incertaine, jusqu'à la révolution industrielle. À la fin du Moyen Âge, le réseau urbain du territoire français est très modeste. 40 villes de 10 000 habitants ou plus y compris Paris qui avec ses 200 à 250 000 âmes se plaçait sans peine au premier rang des villes d'Occident, 37. À la fin du XVIIe siècle, comme à la fin du Moyen Âge, les villes ne rassemblent que 10% de la population du pays. L'habitude s'était prise pour les grands seigneurs de résider en périurbain, Louvois à Meudon, Colbert à Sceaux et surtout dans la banlieue ouest, entre Paris et leur bureau de Versailles. Si la banlieue est convoitée, elle ne peut l'être que par un nombre très faible d'habitants dans la mesure où les transports individuels sont réservés à une infime minorité et les transports collectifs inexistants. Des communications plus sûres au XVIIIe siècle mais aussi la centralisation monarchique, profitent aux villes qui redeviennent le siège des pouvoirs politiques, religieux et économiques. Vers 1800, 18% des Français sont des urbains, ce qui représente une augmentation considérable, combinée avec la croissance démographique générale. Ces progrès sont bien entendu inégaux. Nantes et Bordeaux ont bénéficié du commerce triangulaire par exemple, alors que Paris ne gagne que 100 000 habitants en un siècle. Cette prospérité profite surtout à la partie la plus extérieure des villes et donc à l'étalement urbain. Les classes favorisées délaissent les rues étroites et sombres héritées du Moyen Âge pour des espaces vierges à l'extérieur des fortifications où Arthur Young indique à la fin du XVIIIe siècle que c'est une mode nouvelle que de passer quelque temps à la campagne. Pendant la belle saison, Paris est complètement désert, selon l'idéologie de l'époque, de Jean-Jacques Rousseau à Marie-Antoinette.
La vie sociale et culturelle est également présente dans ces folies, au milieu des feuilles. La première représentation du mariage de Figaro eut lieu à Gennevilliers en 1783 chez le marquis de Vaudreuil. De petites villes se construisent autour de ces demeures, ne serait-ce que pour le service. Le canton de Sèvres passe de 112 feux en 1740 à 2400 en 1791, en liaison souvent avec le service de Paris, blanchisseuses, artisans du bâtiment, carrières, ainsi que l'activité locale, manufacture de Sèvres à partir de 1756. C'est également dans la banlieue ouest de Paris qu'ont lieu les débuts de l'aérostation. Les frères de Montgolfier en 1772 à Versailles, Pilâtre de Rosiers et le marquis d'Arlande en 1783 depuis la Muette. C'est également la destination privilégiée des Parisiens pour leurs loisirs de week-end. On se rend à Saint-Cloud depuis les Tuileries par la Seine en galiote et en batelet surchargé. À la veille de la révolution politique et peu de temps avant la révolution industrielle, la ville regroupe néanmoins l'essentiel de ses habitants dans la partie la plus ancienne, à l'intérieur des murs et dans les faubourgs, en continuité urbaine. À Montpellier, les faubourgs ne représentent que 19% de valeur locative au milieu du XVIIIe siècle. Le recensement de 1801 attribue 550 000 habitants à Paris et 600 000 au département de la Seine. Faubourg et banlieue d'alors ne comptent donc que 50 000 habitants. Gentilly, avec 5 130 habitants, est la deuxième ville du département après Paris. Parmi les 15 communes de Seine-et-Oise les plus proches de la capitale vers le sud, 10 subissent l'exode rural et perdent des habitants entre 1801 et 1836. L'agriculture constitue encore l'essentiel de l'économie et conserve les paysages et le mode de vie rural aux abords immédiats des villes. Après la Révolution, Rueil par exemple compte 2466 habitants dont 632 personnes actives. 62% sont agriculteurs, la moitié d'entre eux vignerons, les blanchisseuses 7,5%, les maçons 4,7% et au total 66 corps de métier qui offrent les services complets des ' une petite ville tout en travaillant pour la capitale proche. La Révolution fut déterminante en matière de développement économique et urbain. Le changement politique permet à la révolution économique de donner toute sa mesure. Ces deux révolutions liées sont essentiellement le fait des villes qui possèdent l'argent et la capacité d'innover, aux dépens des campagnes et de la noblesse qui fondaient leurs valeurs sur leurs origines, la tradition et donc le passé. Sous la Restauration, la paix et les progrès institutionnels apportés par l'Empire, la raréfaction des famines, l'ouverture des régions, l'amélioration de la pratique médicale, provoque une augmentation rapide de la population française, de 26 à 36 millions d'habitants entre 1800 et 1850. Cette croissance se fait largement au profit des villes dont la population passe alors de 5 à 9 millions d'habitants, à un rythme 2 fois plus rapide que celui de la population totale. Paris double sa population de 1800 à 1830 et les villes minières et industrielles croissent plus vite encore. 337% pour Roubaix, 250% pour Mulhouse. Cette croissance résulte d'un appel de main-d'œuvre par les villes et d'une crise des campagnes qui ne parviennent plus à nourrir leurs habitants. Les villes se détournent des cours d'eau, des quartiers populaires, des ponts, des rives autrefois les plus vivantes. La gare devient le nouveau centre de vie aux limites de l'urbanisation, dans les espaces semi-ruraux compris entre les faubourgs. Un nouveau quartier s'y développe, provoquant les changements les plus importants dans la ville depuis des siècles. La gare est elle-même souvent le bâtiment le plus imposant construit depuis les cathédrales. Ce quartier représente la vie moderne d'alors, actif nuit et jour avec ses hôtels des voyageurs, de la gare, terminus. Un boulevard, de la gare, tire le développement urbain dans cette direction. Le nouveau quartier est pourtant vite noirci par la fumée des locomotives et des usines qui s'y multiplient, en liaison avec le nouveau mode de transport, au détriment des faubourgs routiers et de la route elle-même dont le trafic stagne et qui souffre d'un manque d'entretien. Ces implantations consomment des surfaces considérables par rapport aux dimensions des villes d'alors. Des espaces difficilement franchissables coupent des relations dans la ville. Voies ferrées, réservoirs d'eau, stocks de charbon, usines à gaz, ateliers, espaces de stationnement et de manœuvre des voitures à cheval assurant le transport des voyageurs et des marchandises. Cette extension relègue la muraille vers le passé, dans ses principes et ses fonctions. Les villes s'en libèrent en grand nombre autour de 1850
et les remplace par des boulevards encore essentiels aujourd'hui comme première rocade interne de circulation automobile, mais aussi pour la lisibilité urbaine. C'est pourtant le moment que Paris choisit pour s'enfermer, en 1845, dans la plus grande barrière défensive urbaine du monde, 39 km. La zone non edificandi et les forts militaires éloignent les possibilités de construction. Les activités nouvelles et les facilités de communication provoquent une croissance urbaine encore jamais connue, notamment en banlieue. Belleville passe de 5 000 habitants en 1830 à 35 000 en 1850 et 65 000 en 1857, soit la 13e ville française. Depuis 1800, Paris avait doublé sa population mais les communes rattachées avaient décuplé la leur. Mais à l'intérieur de la nouvelle enceinte et en particulier dans les villages incorporés, un tiers des rues restent des chemins de terre, les égouts ne parcourent qu'un 20e des voies, l'eau, l'éclairage public, les écoles, l'assistance publique, tout est nettement insuffisant. Lorsqu'en 1859 Paris absorbe les 11 communes périphériques, 522 000 habitants nouveaux viennent grossir la capitale. C'est alors que les communes extérieures aux nouvelles limites connaissent à leur tour l'explosion urbaine. Celles du sud du département de la Seine doublent leur population entre 1896 et 1914, avec en contrepartie un paysage désolé, composé exclusivement de cheminées d'usines mortes ou fumantes, abandonnées ou en pleine activité qui répandent des miasmes délétères autour d'elles et la puanteur des distilleries, les canaux moirés des huiles minérales et des autres précipités chimiques . On y déverse les routes gluantes, arbres rabougris, chemins dépavés, sentes noircies, maisonnettes en agglomérés, en parpaings, en tôle. Le logement est très déficient. La vie est difficile pour les nouveaux urbains, sans tradition ouvrière, coupés des solidarités rurales, soumis aux conditions de travail et aux salaires imposés par les capitaines d'industrie. Le logement, quand il n'est pas dans l'usine même, sous la machine par exemple, est misérable. Un jour sombre qui se glisse à travers les murs élevés d'une cour étroite, espèce de puits infect où viennent se dégager les tuyaux de décharge des toits et des eaux ménagères. Les conditions de logement des ouvriers n'évoluent guère en un siècle. Aucune action significative n'est menée en faveur du logement social avant 1850. Encore est-elle le fait d'œuvres caritatives et du patronat social et non des pouvoirs publics. Dollfus construit en 14 ans 800 pavillons destinés à l'accession. En 1867, l'année de l'Exposition universelle, 65 000 ouvriers sont logés par leur entreprise, surtout dans le nord et l'est de la France, mais on en compte alors déjà plus de 6 millions dans le pays. Les responsables prônent l'habitat individuel pour des raisons parfois généreuses, mais aussi morales et conservatrices. Émile Chesson estime que la possession de sa maison opère sur l'ouvrier une transformation complète. Avec une maisonnette et un jardin, on fait de l'ouvrier un chef de famille vraiment digne de ce nom, c'est-à-dire moral et prévoyant, se sentant des racines et ayant une autorité sur les siens. C'est bientôt sa maison qui le possède, elle le moralise, l'assied et le transforme. Nous aurons à nous souvenir de ces dernières formules. En 1889, Jules Siegfried, député maire du Havre, abonde en ce sens. L'espérance de devenir propriétaire rend l'homme plus travailleur, plus économe, plus rangé et combien sa vie devient plus active et plus intéressante. Voulons-nous à la fois faire des gens heureux et de vrais conservateurs ? Voulons-nous combattre à la fois la misère et les idées socialistes ? Créons des cités ouvrières. C'est également Siegfried qui fait voter au Parlement la loi du 30 novembre 1894 créant les habitations à bon marché, HBM. D'autres textes parus avant 1914 tentèrent sans grand résultat d'impliquer les communes dans ce mouvement. Il est vrai que les besoins étaient immenses et le monde ouvrier insolvable. Les besoins étaient même très supérieurs à la croissance démographique. Les familles rurales éclatent. La terre est devenue trop rare pour les enfants et l'aîné reprend seul l'exploitation. La population française augmente de 20% entre 1850 et 1939, mais le nombre de ménages de 40%.
C'est donc 40% de logements supplémentaires qu'il faudrait créer, avec des normes de confort améliorées. L'impossibilité technique et financière pour y parvenir, en s'éloignant par exemple de son lieu de travail, provoque un entassement considérable. Avant la révolution industrielle, en 1800, Paris comptait 159 habitants par hectare en moyenne, 307 en 1846 au début du chemin de fer, 440 en 1851 et encore 326 en 1900 après l'intégration des communes de banlieue et la rénovation d'Haussmann. Certains quartiers comptaient jusqu'à 1500 habitants à l'hectare. On connaît alors les maxima historiques en matière de densités urbaines. À la même époque, Chicago comptait 30 habitants à l'hectare, New York 35, mais jusqu'à 1000 dans certains quartiers. Au total, la population du pays ne change guère entre 1870 et 1914, mais les urbains passent de 31% à 44%. La première enquête sur les conditions de logement des Français est menée en 1906, en liaison avec le recensement général de la population. Il porte sur les 616 villes de plus de 6000 habitants. À Concarneau, 60% de la population vit dans des logements d'une seule pièce, à Fougères 48%, à Brest 42%. À Bordeaux, on compte 743 logements d'une seule pièce sans fenêtre. La mortalité urbaine est très forte. La durée moyenne de la vie est de 50 ans et un enfant sur 5 n'atteint pas l'âge d'1 an, mortalité très supérieure à ce qu'elle était dans les villes anglo-saxonnes plus aérées. Rien d'étrange donc à ce que l'on souhaite ardemment l'étalement urbain. En effet, dès lors qu'un particulier peut sans inconvénient faire un jour ses affaires à Paris et avoir son domicile à Versailles, à Saint-Denis, à Sceaux ou à Pontoise, à 15, 20, 25 km de la barrière, il n'y a point de raison pour qu'il préfère le séjour de la ville à celui de la campagne. Cette réalité peut être rappelée aujourd'hui. Les lotissements mis en vente dans ces communes n'ont pourtant guère de succès. Les 1253 lots proposés à la Garenne en 1820 ne sont pas encore tous vendus 50 ans après. En 1825, le comte de Gourcuff achète la ferme de Billancourt et entreprend de la partager en lots de 1 à 2 hectares. Les arguments de vente seraient semblables aujourd'hui. À la porte de Paris, à 10 pas d'Auteuil et cependant au beau milieu de la campagne, ombragé par de vieux arbres. Il est impossible d'être plus près de la ville, et d'en être plus loin en même temps. 12 ans plus tard, seules 12 maisons ont été construites, la clientèle visée préférant Meudon ou Saint-Cloud. L'ensemble sera finalement revendu, et redessiné en parcelles de 600 mètres. Les publicités, alléchantes, montrent parfaitement le lien entre transport et étalement urbain. Les promoteurs du parc de Montretout à Saint-Cloud offrent 18 mois de train gratuit pour tout acheteur d'un lot. Comme à Limoges, la croissance urbaine est très lente, non par manque de désir des habitants mais par faiblesse financière. En 1900 on construit 5 logements à Ablon, 1 à Orly, Chevilly et Rungis. Au total, toutes les innovations, les changements sociaux, l'exode rural n'ont guère modifié le paysage urbain, à l'exception du quartier de la Gare et des secteurs industriels. Les places sont vastes, traversées en tous sens par les piétons qui tiennent encore le haut du pavé. C'est cet espace encore très rural dans ces paysages et les modes de transport que traversent à une vitesse encore jamais connue les premières courses automobiles de la fin du siècle. Les transports urbains, individuels ou collectifs commandent la taille des villes mais la technique seule ne suffit pas. Toute la société doit être prête au changement par ses besoins et par ses moyens. On se souvient de la mésaventure des carrosses à 5 sous, de Blaise Pascal en 1662. Les habitants des villes du tiers-monde connaissent certes l'automobile, devant laquelle ils s'écartent respectueusement, comme les Français au début du XXe siècle. N'y ayant pas accès, ils sont contraints en France alors et aujourd'hui pour la majeure partie des habitants de la planète, à conserver une distance piétonne entre leur domicile et leur destination. Acte 2. La ville au début de l'automobile, de 1914 à 1960. Sans doute la ville progresse-t-elle sur la campagne avec l'augmentation de la population, la révolution industrielle et le développement du chemin de fer. Mais l'automobile n'en est pas responsable avant la guerre de 1914 à 1918. Le vélo y a même une part plus importante. La situation ne change pas de manière fondamentale entre les deux guerres, période d'ailleurs très courte marquée par la reconstruction, la crise de 1929 et une...
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.